So it's my pleasure to introduce. Je vous présente maintenant le professeur Andrew Argent, directeur des urgences pédiatriques à l'hôpital de la Croix-Rouge au Cap. Mais surtout, c'est quelqu'un qui travaille pour les enfants ayant besoin de soins intensifs en se concentrant sur les pays à faible revenu. Je pense que votre position est très spéciale, c'est-à-dire que vous allez nous parler d'enfants que nous voyons dans nos contextes à nous, mais d'une perspective d'un revenu élevé. Andrew va nous parler d'approches pratiques sur la septicémie, la déshydratation sévère et l'anémie. Merci. Merci de m'avoir présenté et merci de m'avoir invité. Ici, je suis très honorée d'être ici, dans une ville aussi belle. Merci. Comme vous voyez, bien, j'ai raccourci mon titre parce que je pense que ce serait difficile de parler du côté pratique, mais j'aimerais parler de la gestion de ces trois problèmes médicaux. Alors, je viens de ce contexte du Cap, d'un hôpital qui est comme celui-ci et qui a beaucoup de ressources. J'ai un certain avantage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients que nous soignons et qui ont des problèmes qui ressemblent à ceux des patients MSF, déshydratation sévère, par exemple. Je ne vois pas de patients qui souffrent de paludisme ou de drépanocytose grave. Ce genre de choses, je ne le vois pas, ça ne fait pas partie de mon expérience professionnelle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du contexte. Essayer de rassembler plusieurs sujets, c'est important, parce qu'on parle du choc ici, mais en fait, on soigne des patients dans le contexte de services qui soignent différents patients. Et il est beaucoup plus facile, en général, de fournir un service qui soit bon si les gens viennent déjà catégorisés avec les mêmes procédures, une certaine uniformité. Mais en fait, on gère différents problèmes médicaux en même temps. C'est la réalité. Et ce qui est ressorti ces derniers jours, en fait, quand on parle de choc, il s'agit d'un processus très complexe. Et notre problème, en partie, c'est qu'on a ici un processus complexe et on souhaite avoir des réponses qui soient simples. Et je ne suis pas sûre que ce soit possible. Maintenant, autre élément important, c'est que le choc, ce n'est pas un seul événement qui a lieu à l'isolement. Le choc, ça fait partie d'un continu lors d'une maladie. Il y a des enfants qui arrivent très tôt, d'autres enfants qui arrivent lentement. Je sais que chez nous, les enfants arrivent en urgence alors qu'ils sont déjà malades depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'arriver chez nous. Et leur réaction à la maladie peut être complètement différente par rapport à des enfants qui sont tombés malades ce matin. Et c'est parfois ce qu'on voit avec les maladies de la méningite, par exemple. Donc il y a toute une gamme. Et puis aussi le contexte. La prise en charge n'est pas la même partout. Par exemple, le sang qu'on obtient en Amérique du Nord pour donner aux patients aux urgences n'est pas le même que le produit sanguin qu'on peut obtenir au Niger quand on peut l'obtenir. Donc je pense qu'il faut vraiment se rappeler de ces questions. Ce dont je vais parler maintenant, c'est la physiologie. Et puis ensuite, j'essaierai de rentrer dans le vif du sujet, de parler de manière plus concrètement et de manière pragmatique. Donc, comment définir le choc au niveau clinique? La plupart des textes nous indiquent qu'on n'a pas d'administration d'oxygène dans les tissus. Ici, vous voyez sur ce diagramme que l'administration d'oxygène dans les tissus, c'est lié au PO2, au contenu en oxygène, à l'hémoglobine et puis au rythme cardiaque. Et tout cela sont des éléments qui peuvent différer.
Donc notre approche à la thérapie, c'est d'essayer de trouver une solution à cela. Et ça veut dire que le patient va aller mieux. Mais le problème, c'est que certaines de ces hypothèses sont erronées. Et quand vous regardez la littérature médicale, on vous dit que le choc septique pédiatrique, ce qu'on a, c'est le rythme cardiaque qui chute. Pourtant, il y a de nombreuses preuves qui nous viennent de différents endroits, notamment de l'Inde, où l'on voit qu'il y a une hémodynamique très variée chez les patients qui ont le choc septique, un rythme cardiaque élevé ou faible. Et si notre hypothèse de base est fausse, eh bien, l'idée d'augmenter le rythme cardiaque, c'est-à-dire notre approche principale, n'est peut-être pas la bonne. Ici, vous avez de la physiologie un petit peu ancienne. Quand on parle du rythme cardiaque, à ce moment, on va parler de l'aorte, des artères, etc. Et puis, on parle de la façon dont fonctionne le cœur. Pourtant, une grande partie de la circulation du sang se trouve au niveau des veines. Et ici, vous avez un vieux diagramme qui vous montre que 35% à peu près du volume du sang se trouve dans les veines et non pas dans les artères. Et si l'on ignore totalement le côté des veines, de la physiologie, on peut avoir une idée qui sera erronée. Ici, on parle d'augmenter le rythme cardiaque ou la fonction cardiaque, mais ce qui est aussi important, c'est que le rythme cardiaque est lié au sang qui revient vers le cœur et non pas juste la fonction du cœur. Et donc, il y a différentes façons de voir la physiologie. Ici, vous avez un diagramme qui vous montre en haut à droite la circulation des artères. On a donc les artères, ça tombe dans le VS, et ce VS, venous, les veines, donc mène vers le cœur, et la pression ici, c'est la tension artérielle centrale des veines. Et donc, si vous aviez cela, si le volume augmentait, eh bien, le sang ne retournerait pas vers le cœur, et donc augmenter le volume pourrait aider. Mais si on met plus de volume, et si le CVP augmente également en même temps, la pression ne s'améliore pas forcément pour que le sang retourne vers le cœur. Et donc la réponse à un bolus liquide peut dépendre de différentes interactions de veines, de fonctions cardiaques et de courbes. Quelque chose de beaucoup plus complexe que ce à quoi nous pensions précédemment et qui peut différer en fonction des patients. Mais c'est pire. Pourquoi? Parce que nous parlons de l'oxygène, du contenu en sang, de rythme cardiaque, mais ça ne nous dit pas ce qui se passe au niveau des tissus. On pourrait donc mettre beaucoup de sang vers les tissus, mais si le capillaire ne fonctionne pas bien, on pourrait ne pas avoir l'effet qu'on escomptait. Et donc, une fois qu'on descend au niveau de l'hémoglobine, on voit qu'il y a une interaction très complexe entre la teneur en oxygène, l'oxyde nitrique. C'est un équilibre qui veille à ce que l'oxygène arrive dans les zones où l'on en a le plus besoin. Et malheureusement, lorsqu'il y a des maladies, c'est là qu'il y a un problème. Donc, ça fait partie de nos difficultés. Donc, dans de nombreux cas, on n'a pas vraiment réfléchi à toute cette complexité. Maintenant, j'aimerais vous présenter ce diagramme. Quand on parle de la prise en charge de l'arrêt cardiaque semble être un problème très simple, finalement. Il est clair. Lorsque ça commence, le cœur s'arrête. C'est tout simple. Mais quand on voit comment prendre cela en charge, on voit qu'il y a tous ces événements qui ont lieu et qui peuvent affecter l'arrêt cardiaque. Et tous ces événements, ils ont lieu pendant les 48 heures jusqu'à une semaine et au-delà. Et ce qu'on fait, c'est on se concentre sur ce qu'on fait lorsqu'on a la personne devant soi. Est-ce que je donne un bolus ou pas? Au lieu de se demander comment changer la trajectoire pour remonter la courbe. Donc, ne pas
trouver la bonne physiologie immédiatement, mais ce qu'il faut faire, c'est avoir la bonne tendance, que la courbe remonte. En fait, ce qui s'est passé avec le groupe contrôle de FIST, il n'avait pas aucune thérapie, mais au contraire une thérapie liquide pendant un certain temps avec des antibiotiques et d'autres éléments, d'autres traitements dont ils avaient besoin aussi. Donc voilà pour le cardiovasculaire. Et puis j'aimerais maintenant passer à la question des bolus par rapport à la déshydratation et puis l'administration d'oxygène. Si un patient est hypovolémique parce ils ont perdu beaucoup de fluide à cause de la diarrhée, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas leur donner de liquide. Évidemment, s'il y a une déshydratation grave et que les patients ont besoin de liquide, maintenant, on se demande à quel moment il faut donner le bolus. C'est une question qui reste ouverte. Mais ce qui est important et qui ressort de beaucoup de littérature dans le monde, dans les pays développés, c'est de donner trop de liquide peut entraîner des résultats aggravés. Donc donner trop de liquide, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est prouvé dans la littérature. Et puis, on parle souvent de l'hypovolémie et de la déshydratation. Et 5% de déshydratation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a perdu 5% de poids ou 5 millilitres pour 100 grammes, soit 50 millilitres par kilo. Mais quand on perd ce volume très rapidement, il suffit de perdre 20 millilitres par kilo pour entrer en état de choc. Il faut donc bien comprendre la physiologie, mais on peut être en déshydratation sans être en état de choc. On peut être hypovolémique sans être déshydraté aussi. Il est donc possible d'être surhydraté et hypovolémique. Mais il faut réfléchir à tous ces détails pour bien étudier tous les signes cliniques. Ici, j'aimerais souligner certaines des données qui ont été produites ces dernières années et qui montrent que dans un contexte d'urgence où on a tout le soutien nécessaire, notamment respiratoire, et puis là, on voit que donner des liquides peuvent entraîner une mortalité augmentée et des résultats qui sont aggravés. Il faut aussi souligner que cela fait des décennies qu'on se demande s'il faut utiliser l'albumide ou d'autres produits. Et on nous parle de ces grades, mais cela oublie une certaine complexité des fonctions qui peuvent déterminer pour combien de fluide, combien de liquide entre dans le cardiovasculaire. C'est donc très complexe. Et puis, pour la transfusion de sang, je pense qu'on sait depuis longtemps que la transfusion de sang peut entraîner des risques. Il y a des infections, des antibiotiques, et puis aussi des problèmes avec les globules blancs. Mais, bien sûr, il y a la qualité des produits sanguins qui varie énormément d'un pays à l'autre. Et même au niveau de la préparation, du traitement, du stockage de ces produits, il y a beaucoup de variations. Et malheureusement, tous ces éléments ont des conséquences en termes d'innocuité et de sécurité pour les transfusions. Un sang, par exemple, qui a été stocké pendant assez longtemps, même dans des conditions plus ou moins optimales, ce qui ne s'applique pas dans de nombreux pays où vous travaillez, même dans ce cas, on peut associer cela à une mortalité et morbidité supplémentaires pour les patients. Donc il faut réfléchir à tous ces éléments. Mais même lorsqu'on dispose de produits de bonne qualité, il y a différentes complications qu'il faut prendre en compte. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut faire les transfusions? Bien sûr, si la personne perd tellement de sang qu'elle va mourir, à l'évidence, il faut lui donner du sang, mais il faut aussi arrêter les saignements. On
étudie différentes choses qu'on peut faire pour arrêter les saignements, mais des choses de base, par exemple gérer l'hypothermie, essayer de stabiliser la tension artérielle, ce sont des choses importantes. Mais à quel moment est-ce qu'on peut faire la transfusion? Il y a beaucoup de recherches intéressantes qui ont été faites dans des situations où les patients étaient des témoins de Jéhovah et refusaient les transfusions sanguines. On a des données qui nous montrent quand est-ce que l'hémoglobine chute et entraîne une mortalité plus élevée. Et là, c'est intéressant parce que quand on regarde ces courbes, la chute de la survie arrive chez ces patients lorsqu'on est à moins de 5 à peu près. C'est à peu près à ce moment-là que l'on voit une aggravation des possibilités de survie. Donc quand vous regardez ici la morbidité composite et la mortalité, on voit que lorsque l'hémoglobine arrive à 5 à peu près, c'est là que la morbidité, la mortalité s'aggravent. Certaines études ont été publiées notamment au Kenya ces dernières années. On voit qu'à peu près 5, c'est le niveau où la mortalité commence à augmenter fortement. Et ça, c'est utile de le savoir. Maintenant, pour les urgences, les données que nous avons et qui sont des essais randomisés contrôlés, qui ont étudié 9 grammes par décilitre ou 7 grammes par décilitre. Et c'est une étude ici que je vous montre qui étudiait des patients qui étaient aux urgences. Voilà la définition qu'ils ont utilisée d'un patient qu'on appelle stable pour cette étude. Donc ce n'est pas forcément ce que tout le monde pourrait considérer comme un patient stable. Maintenant, l'analyse des sous-groupes de cette étude. Vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre faire la transfusion à 9 ou à 7. Mais si l'on fait la transfusion à 9 en général, le patient passe plus de temps à l'hôpital. En cas de septicémie, peu de différence entre les sous-groupes. Pour les différentes gravités de maladie, ici, on voit qu'il y a peu de différence non plus. Ces données nous indiquent donc qu'il n'y a pas d'avantage d'utiliser 9 plutôt que 7. D'autres données nous sont disponibles où l'on voit la quantité de transfusions faites sur les patients en urgence. Et ce qu'on peut prévoir, c'est que plus on subit de transfusions sanguines et plus on reste au service des urgences. Et c'est aussi vrai pour les patients post-opératoires. Et donc, entre 5 et 7, on voit que c'est là où les choses changent. Mais je voulais vous montrer aussi ces données qui nous viennent des États-Unis, des patients qui subissaient des opérations majeures. Et la comparaison s'est faite entre le risque supplémentaire lié à la transfusion sanguine par rapport au risque sous-jacent. Et ce qu'on montre, c'est que si on a un risque très élevé de mort suite à l'opération, ajouter une transfusion sanguine n'ajoute pas grand-chose au risque. Mais si l'on a un risque faible de mort ou de complications suite à l'opération, ajouter de l'hémoglobine pourrait en fait augmenter le risque de manière significative. Et donc le risque de l'opération, de l'intervention chirurgicale est aussi lié au risque de mort avant d'avoir subi l'intervention. Et c'est ici vous avez un protocole pour la pédiatrie d'urgence pour les enfants. On se demande où se trouve le seuil. Et là, vous voyez qu'on utilise 5 grammes par décilitre. Mais une fois de plus, ce que je veux dire, c'est que la trajectoire est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous améliorer, on ne fait pas la transfusion. Mais si on est au même niveau et qu'il y a une aggravation, là, on peut réfléchir à la transfusion. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas le nombre ou le chiffre, le seuil absolu, mais ce qui se passe au niveau du patient dans le temps. Donc, je suis désolée, il faut trouver l'équilibre entre la complexité et le pragmatisme. Et malheureusement,
ce qui vient de pays riches, on dit ce qu'il faut faire, eh bien ça ne fonctionne pas forcément dans les pays pauvres. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas forcément dans les pays riches non plus. Il faut essayer d'étudier les risques correspondant à l'individu qui se trouve devant vous, qui peut souffrir de déshydratation ou d'anémie ou de septicémie, mais peut souffrir de ces trois choses-là avec différents mélanges et puis aussi de maladies sous-jacentes. Il faut donc prendre en compte le risque de donner telle thérapie dans tel environnement, quel est le système de suivi dont vous disposez, quels sont les produits que vous avez là où vous êtes, parce que tout cela, ça va entraîner des conséquences sur les résultats. Mais c'est très difficile. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you very much, Andrew. Merci. Y a-t-il des questions très rapides? Une ou deux questions maximum. Des questions à poser au professeur Andrew Argent. When it comes to elevated body On parle de fièvre ou de température élevée, d'augmentation d'oxygène. Est-ce qu'il est important de gérer cette température? En fait, je ne sais pas. Je pourrais dire que faire baisser la température pourrait faire baisser les besoins de métabolisme et donc pourrait améliorer la situation, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on a de la fièvre? Eh bien, pour des raisons, parce que cela nous permet de lutter contre les infections. Les patients, bien, quand ils ont une tachycardie élevée, des problèmes de respiration, là, il peut être utile de faire baisser leur température. On a l'impression que ça peut les aider. Mais je serais très prudent par rapport à cela. Et le problème, c'est que les façons dont on fait baisser la température, le refroidissement des salles, par exemple, ça pourrait même être un inconfort certain pour les patients. Donc, on essaye de faire que les patients soient à l'aise, soient confortables, comme on le peut. Et si la température est très élevée, oui, il faut essayer de la faire chuter doucement. Mais si le patient est tout à fait inconfortable, ça pourrait aller à l'encontre de ce qu'on essaye d'obtenir. Très bonne présentation, merci beaucoup. J'aimerais poser une question sur l'oxygène. Parce que donner de l'oxygène, ça se fait très mal dans beaucoup de contextes à faibles ressources. Et pourtant, donner un fort débit d'oxygène, ça se fait beaucoup dans les pays développés. Donc, est-ce qu'il faut plus souligner l'oxygène dans nos contextes aussi pour veiller à ce que tous les patients qui pourraient souffrir de ces problèmes très complexes obtiennent un niveau d'oxygène élevé, ou est-ce que ça pourrait être dangereux? David, je ne sais pas si c'est une question piège, là. Si vous regardez des patients qui ont une pneumonie, leur administrer de l'oxygène, ça peut leur sauver la vie. Je pense que personne ne remettra ça en question. Mais on se rend compte de plus en plus que de fortes concentrations d'oxygène, quel que soit le contexte, eh bien, ça peut faire du mal aux patients. Et inhaler de fortes concentrations d'oxygène pendant de longues périodes peut aussi endommager les poumons, par exemple. Si l'oxygène nasal chez un adulte ne pourra pas forcément entraîner de fortes concentrations, dans un petit enfant, en l'espace de quelques minutes, cela peut le faire au contraire. Et donc, il faut être prudent. Dans ce travail, on s'aperçoit, et ça nous intrigue, que le CPAP peut éventuellement être utile, plutôt. Dans certains environnements, lorsqu'il y a une détresse respiratoire en raison de choc ou d'acidose grave, eh bien, du CPAP ou de l'oxygène humidifié à débit élevé, avec un débit pression stable,
eh bien, ça semble faciliter les choses du point de vue confort. Il semblerait que ce soit le cas. Mais bien sûr, il faut réunir les données et mieux comprendre ce qu'il en est.